Bonjour mes amis, toujours la pyramide des Illuminati derrière moi là-bas. Alors pas du tout, hein, évidemment. Donc pourquoi je garde cette... Parce que vous m'attaquez systématiquement, ce mec est franc-maçon, ce mec est satanique, alors ça me fait barrer. Donc excusez-moi, donc juste je vais développer un tout petit peu sur la pyramide de 30 secondes. La pyramide contient dans ses dimensions les rapports entre nous et l'univers. C'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de découvrir sur les dimensions du plateau de Gizeh, les trois pyramides, et notamment les dimensions contenues dans Khéops, c'est extraordinaire. Ça dépasse même ce que j'aurais pu imaginer. Hein. Le rapport entre le plateau de Gizeh et le baudrier d'Orion, la constellation d'Orion, c'est hallucinant. Hein, au centième de millième près. Hein. Hallucinant. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la pyramide de Khéops, dans ces dimensions, on retrouve la vitesse de la lumière au centième de millième près. C'est hallucinant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Khéops contient dans ses dimensions la clé de la géométrie de l'univers. C'est-à-dire qu'on retrouve dans cette pyramide le diamètre de la Terre, la circonférence de la Terre, le rapport géométrique entre la Terre et la Lune, le rapport géométrique entre la Terre et le Soleil, la taille du Soleil, la taille de la Lune. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Donc, nous sommes face à une construction extraordinaire qui n'a certainement pas été faite par les frères de l'ombre. Vous comprenez bien que les frères de l'ombre ont des connaissances, mais ça ne va pas jusque-là. Là, nous avons affaire à une œuvre d'art qui a été faite par des maîtres bâtisseurs qui étaient en rapport avec des êtres de lumière ou qui étaient peut-être eux-mêmes des êtres de lumière. C'est une évidence. Hein. Il faut être un maître à l'époque, puisqu'elles ont été construites officiellement il y a 4500 ans. On ne sait pas vraiment. Ça peut très bien être il y a 12 000 ans. Moi, je penche plutôt vers cette deuxième solution. Et à l'époque, nous, on n'était pas encore à l'âge de fer ici. Hein. Donc, qui a fait ça? C'est la question qu'il faut se poser. Quoi. Voilà. Pourquoi je garde cette magnifique œuvre d'art derrière moi? C'est certainement pas par appartenance à une loge maçonnique quelconque. Et d'ailleurs, si la maçonnerie a un rapport avec les pyramides, il est lointain. Hein. C'est certainement pas la maçonnerie d'aujourd'hui qui a un quelconque rapport avec la pyramide. Je ne pense pas. Bon, après, c'est vrai que à l'époque de l'Égypte, les francs-maçons existaient déjà. Ça s'appelait les Freemasons. Je l'ai déjà dit dans ma toute première vidéo, la toute première que j'ai faite d'ailleurs. Les Freemasons qui veut dire les enfants de la lumière, et on avait parmi ce mouvement les prêtres bâtisseurs, hein, ceux qui connaissaient la géométrie sacrée, puisque quasiment toute l'architecture égyptienne antique est basée sur la géométrie sacrée. Donc, tous les prêtres bâtisseurs étaient au courant un minimum de cette connaissance que nous avons perdue et que nous retrouvons actuellement. Hein. Et à l'époque, donc, les prêtres bâtisseurs, les grands bâtisseurs étaient dans ce mouvement spirituel qui s'appelait les Freemasons. Ensuite, nous avons eu Hiram, qui a construit le temple de Salomon, hein, et le temple de Salomon qui a été fait aussi avec la géométrie sacrée. Et Hiram a été sommé par deux de ses apprentis de leur révéler le secret de la géométrie sacrée, chose qu'il ne fit pas. Et les deux apprentis d'Hiram l'ont assassiné. Depuis là, la maçonnerie a perdu une partie de son enseignement. Voilà, donc ça remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ quand même. Hein. Voilà, et après, ensuite, la maçonnerie a perpétré quand même sa philosophie, une partie du savoir qui lui restait. On l'a retrouvé chez les Romains, on l'a retrouvé chez les Grecs, etc., etc. Les Grecs ont beaucoup étudié la géométrie des Égyptiens, beaucoup. On retrouve aussi la géométrie sacrée dans pas mal d'architecture grecque, même romaine. Hein. Mais ça s'est perdu quand même, petit à petit. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, la maçonnerie, après, a été totalement infiltrée au XVIIIe siècle, en 1717 et jusqu'à 1736, il y a eu des centaines d'obédiences qui ont éclaté partout. Et là, on a vu du grand n'importe quoi, des obédiences satanistes aujourd'hui qui se disent maçonniques. Mais moi, tous les maçons que je connais, j'en côtoie pas mal, ils ne sont pas au 33e degré, mais parce que, vous savez, normalement, en maçonnerie, on n'est pas tenu de dire que vous êtes maçon, et vous n'êtes pas tenu de dire quel est votre degré. C'est pour ça que moi, si j'étais maçon, je ne pourrais pas parler, je pourrais rien dire, je serais tenu au silence. Ils n'ont pas le droit de parler dans la maçonnerie. Hein.
Mais ceux que je côtoie sont des gens extrêmement gentils qui sont dans le service, hein, ils sont dans le service à l'humanité, ils sont pas du tout, c'est pas des satanistes du tout, du tout, du tout. Ce sont des gens qui sont dans le service, le don de soi et le travail sur soi. Ils sont là-dedans. Hein, donc ne mélangez pas tout, parce que je vois tellement de posts sur la maçonnerie. Vous n'êtes que dans le négatif en clair. C'est-à-dire, ah bah c'est des francs-maçons. Et un ovni qui apparaît quelque part, ah bah c'est des francs-maçons, ils ont la technologie. Il y a une bombe qui explose, bah, c'est des francs-maçons. Non, 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 attendez. Remettons les choses à leur place. Hein, certaines obédiences maçonniques aujourd'hui sont effectivement aux bottes des frères de l'ombre. C'est vrai. Et il y a des loges maçonniques qui sont aussi politiques, hein, et à la botte de la finance mondiale, qui sont en proche relation d'ailleurs avec le CRIF et avec, voilà, hein, avec Israël, avec le Bnei Brit, qui est une loge juive. Hein. Mais n'oubliez pas que la maçonnerie est juive, et judaïque. Hein. Voilà. Alors que moi, j'ai été Rose-Croix. Rose-Croix, c'est chrétien, c'est la chrétienté cachée, la Rose-Croix, la vraie chrétienté, celle que les prêtres et les évêques connaissent, mais ne vous délivreront jamais. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le droit, déjà d'une part, et deuxièmement, parce que quand on a créé les religions chrétiennes, catholiques, protestantes qui vont découler, on considérait à l'époque, avec raison, que l'humanité était infantile. Idem pour les Juifs, quand Moïse est redescendu de la montagne avec ses commandements, il les a jetés de colère par terre, il les a brisés, parce qu'il a vu que son peuple, en son absence, partait en anarchie totale. C'était le veau d'or, c'était l'orgie permanente, et il faisait n'importe quoi. C'est pour ça que les commandements de la religion judaïque, c'est tu ne feras point, tu ne tueras point, tu ne seras point, sinon tu vas en enfer. C'est que de la menace, de la peur, parce qu'il n'y a que les enfants qui fonctionnent avec la peur, hein, pour avoir une moralité. Et quand on donne une moralité chrétienne aux chrétiens qui vont à l'église, on leur fait peur. Attention, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Alors on vous dit, vous devez donner de vous, avoir du don de soi, etc. Mais ça, c'est minime dans la religion catholique ou protestante. On agit énormément sur les peurs, la peur d'aller en enfer. Hein. On vous dit même que si vous n'êtes pas chrétien, vous n'irez pas au paradis. D'ailleurs, on dit la même chose chez les musulmans. Hein. La religion musulmane, c'est pareil, c'est que des interdits. Que des interdits où on dit aussi que les mécréants n'iront pas non plus au paradis. Bon, c'est exactement la même chose. Moi, ça ne m'intéresse pas, les religions. C'est pour les enfants, la religion. Voilà, c'est pour les gens qui sont infantiles, qui n'ont pas de moralité et qui ont besoin qu'on leur fasse peur pour avoir une vie plus ou moins juste. Dans la Rose-Croix, c'est l'aspect caché, la connaissance cachée de la véritable chrétienté, de qui était vraiment Jésus et qui était vraiment le Christ. Jésus était un être humain, un initié au savoir ancestral, qui connaissait beaucoup de choses que ne connaissaient pas les humains de l'époque à la base, qui était un initié de 3e niveau, et qui est venu passer sa 4e initiation physiquement. C'était un homme, d'accord ? Le Christ, lui, est un archange, un vénusien, le plus haut initié des archanges. On l'appelle le maître des maîtres, on l'appelle le grand enseignant, il a des tas de noms. D'accord ? Il est venu adombrer Jésus dans sa mission il y a 2000 ans. C'est en adombrant Jésus, c'est-à-dire en prenant plus ou moins possession de ses chakras supérieurs, de ses centres supérieurs, le Christ ne pouvait venir parler sur cette planète, dans cette dimension, cette 3e dimension matérielle, il ne pouvait y venir qu'à travers un avatar, c'est-à-dire un corps qui peut descendre jusqu'à cette dimension. Jésus lui a offert cette possibilité, parce que Jésus était déjà un initié de 3e degré, ce qui était exceptionnel à l'époque. Il n'y avait pas d'initié de 3e degré à cette époque-là. L'initié de 3e degré a la particularité d'avoir un corps mental illuminé. Hein. Et à partir de ce mental illuminé, le Christ a pu rentrer un peu dans le cerveau, si vous voulez, pour simplifier, de Jésus, et a pu parler à travers lui et exercer sa puissance et donc faire les miracles de guérison que nous connaissons. Voilà. Ce n'est pas Jésus qui les a fait, ces miracles, c'est le Christ qui les a fait à travers lui. C'est pour vous faire imaginer un peu la puissance de ces êtres. Mais sans cette possibilité de venir adombrer un corps physique, les archanges ne peuvent pas descendre physiquement sur cette planète. C'est pour ça que ceux qui disent que le Christ va bientôt se réincarner sur Terre physiquement, je suis désolé, mais je n'y crois pas une seule seconde. Ça ne va pas avec la connaissance que j'ai reçue. Voilà.
Maintenant, si vous vous intéressez un petit peu aux choses, à la Rose-Croix ou à la maçonnerie, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous imaginez systématiquement que quand il y a une école, quelle qu'elle soit, c'est toujours pour vous manipuler dans le mauvais sens? Ouvrez un bouquin et faites-vous donc votre avis par vous-même. Quand on me dit, mais tu prônes Alice Bailey, c'était une franc-maçonne et une sataniste, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il n'y a qu'en France qu'on dit des choses pareilles. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur la France un tout petit peu après, parce que là, c'est en train de partir dans tous les sens, et je subodore quelque chose de... Bon, bref, je vais y revenir. Alice Bailey n'était pas du tout franc-maçonne. À l'époque, il n'y avait pas d'obédience pour accepter les femmes. Déjà, d'une part, on ne pouvait pas être franc-maçonne en 1900, en 1920. Ça n'existe pas. Deuxièmement, c'est son mari qui était franc-maçon. Et son mari était un homme très bien. Mais lisez son autobiographie, vous allez voir. Alice Bailey a passé son temps à essayer de trouver le moyen de nourrir ses 3 filles. Elle n'a rien fait de mal, cette femme. Elle a vécu en des temps où c'était la misère. Et franchement, elle a été contactée par un maître de sagesse et elle a reçu des enseignements en télépathie supérieure sans dévier d'une virgule. Mais c'est incroyable, incroyable. C'est un don qu'elle a fait à l'humanité. Ses livres sont aujourd'hui trouvables gratuitement sur Internet. De quoi vous me parlez? Une secte, c'est payant. Ça pense qu'à une chose, c'est vous piquer votre pognon et vous manipuler mentalement pour que vous deveniez un automate, un serviteur. Les livres d'Alice Bailey sont gratuits. Vous les ouvrez, si ça ne vous plaît pas, vous les refermez et vous les rangez. Vous les effacez de votre ordinateur. Quel est le problème? C'est la plus haute connaissance qu'on nous a délivrée sur cette planète qui est à votre disposition gratuitement. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que c'est du satanisme ou que c'est de la franc-maçonnerie. Mais est-ce que vous avez déjà eu accès à un livre de maçonnerie actuel, écrit par un grand maître de 33e degré? Est-ce que vous y avez accès comme ça? Pas du tout. Est-ce que vous avez accès à des... non, non, je suis désolé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que une personne récemment m'a dit tu n'es pas dans la lumière parce que tu révèles à tout le monde des secrets d'occultisme. Et donc, on n'a pas le droit, quand on a un vrai occultisme, de donner des secrets. Alors, c'était vrai il y a un siècle, hein, et j'ai déjà expliqué pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, parce que, et c'est d'ailleurs Alice Bailey qui l'a dit, c'est pas elle qui l'a dit, mais c'est le maître tibétain qui l'a dit, qui est un maître de sagesse, hein, donc c'est quand même pas n'importe qui, c'est lui qui a dit qu'aujourd'hui nous rentrons dans une ère, c'était déjà au début du XXe siècle, hein, où on considérait, chez les maîtres, hein, que l'humanité était désormais suffisamment intellectuellement polarisée, donc mentalement polarisée, c'est-à-dire avec un mental en éveil, qui commence à se développer rapidement, et on a considéré qu'il était temps, aujourd'hui, de donc rendre ce qui était ésotérique, c'est-à-dire caché, exotérique, c'est-à-dire révélé. Donc aujourd'hui, et depuis maintenant à peu près un siècle, enfin depuis que Alice Bailey a écrit ses livres, on considère en haut lieu, donc chez les grands maîtres de sagesse de la hiérarchie spirituelle planétaire, que vous pouvez avoir accès à la connaissance, finalement, que détenaient les grands maîtres bâtisseurs de l'époque égyptienne. Vous avez aujourd'hui à disposition cette connaissance. On vous permet de l'avoir. Moi, je ne suis qu'un petit relais à mon petit niveau. Voilà. Et je joue ce rôle de service parce que je considère que c'est important de comprendre un minimum les mécanismes de la vie, de la création, de qui nous sommes, de quelle est la place de l'humain dans la grande chaîne de la création universelle. Et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Tout le monde devrait regarder les étoiles, tout le monde devrait connaître la position de Bellatrix, tout le monde devrait savoir qu'est-ce que Sirius, quelle est la différence entre une planète et une étoile, tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde. C'est pas le cas, hein. Mais voilà, donc qui sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous? Je pense que ce sont des questions que tout le monde devrait se poser et tout le monde devrait chercher les réponses à ces questions. Il n'y a que l'occultisme, il n'y a que la science occulte, celle qui a été cachée jusqu'à présent, qui est aujourd'hui révélée, qui peut vous offrir ces réponses. Hein, ce n'est pas les religions. Hein, voilà. Donc, voilà pourquoi je fais ce travail. Moi, je ne suis absolument pas dans les mouvances maçonniques, ni lucifériennes, ni ce que vous voulez. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité, la lumière et la connaissance. On m'attaque sur cette bague, je le répète encore une fois, c'est pas une bague maçonnique du tout, voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi la caméra est inversée, j'ai un peu du mal. Ce sont mes initiales, JM.
JM. Voilà, parce que je m'appelle JM. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me rejoindre sur mon Facebook, c'est Jim Le Veilleur. J-I-M, plus loin, Le Veilleur. C'est une chevalière que ma grand-mère m'a offerte quand j'avais 16 ans. Hein. Ça, les symboles maçonniques. Chez moi, vous pouvez toujours les chercher. Pourquoi je dis ça par rapport à la France? Parce que la France, aujourd'hui, l'heure est grave, mes amis. Je pense que nous sommes à l'aube. Alors, évidemment, vous allez me dire, ça y est, il surfe sur les peurs, il recommence. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays actuellement? Il se passe quelque chose. On essaye maintenant de diaboliser la police. Alors on nous sort des trucs dans les grands journaux télévisés que j'ai regardé 2 secondes hier soir. J'ai vu que tournaient en boucle des informations sur des maltraitances à la matraque. À gauche, à droite, on retrouve dans les faits divers, même d'il y a 1 an, 2 ans, un policier aurait abusé de sa matraque encore sur un pauvre passant. Hein. Sauf que non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? On essaie de diaboliser la police actuellement. C'est bien, tous les citoyens veulent descendre dans la rue pour manifester contre les violences policières. C'est très bien. Moi je dis qu'il y ait des violences policières, c'est vrai qu'il faut les dénoncer. La police n'est pas ici pour être violente. Mais on ne remet pas les choses à leur place. D'abord, la police obéit à son gouvernement. On est en état d'urgence, oui ou non? On est en état d'urgence. Vous allez voir d'ailleurs que ça n'a non seulement jamais arrêté ni stoppé aucun attentat, et que ça ne stoppera probablement pas ceux qui se rapprochent. Parce qu'on se rapproche dangereusement des élections, et je pense qu'ils savent que Marine Le Pen est en tête, je pense qu'elle a de grandes chances de passer, ils le savent, hein, avec les sondages internes des renseignements généraux, et je pense que si elle est toujours en tête à 2-3 semaines des élections, il y aura des attentats, il y aura quelque chose de grave qui va se passer. Hein, tout ceci se prépare. Alors j'espère avoir tort. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le fait de vouloir diaboliser les forces de l'ordre actuellement, et les médias mettent l'accent là-dessus depuis déjà presque 2 semaines, depuis l'affaire Théo, c'est pas un hasard. Hein. C'est pour liguer les Français de tous bords contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ne sont absolument plus soutenues par leur hiérarchie, ce qui est absolument anormal. Il ne faut quand même pas oublier que le président de la République est le chef des armées en France. C'est lui le chef de la police. Il doit soutenir ses forces de l'ordre coûte que coûte. C'est son rôle. Or lui, non, il préfère aller au chevet d'une personne qui a été victime de maltraitance. D'un policier sur combien? Ça va pas. Ça va plus. Ça va plus, ça va pas du tout. D'abord, cette affaire Théo, je tiens quand même à rappeler que l'enquête est toujours en cours, qu'on n'a toujours pas déterminé la responsabilité du policier. Si on avait retrouvé de l'ADN du rectum de Théo sur la matraque du policier, ça se saurait. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc on accuse pour l'instant sans savoir. Je ne dis pas que ça n'a pas été la vérité, je dis qu'on ne sait pas. On n'a pas la version officielle. Apparemment, l'enquête de l'IGPN, la police des polices, qui, croyez-moi, n'est pas l'ami des policiers, croyez-moi, pas du tout. Ils sont pas du tout sympas, les bœufs carottes, avec les flics véreux ou les flics qui dérapent. Ils sont pas sympas du tout, et s'ils peuvent en limoger un, ils le limogent avec le sourire. L'enquête actuelle de l'IGPN est que c'est plutôt Théo qui est venu agresser les policiers, leur mettre des coups de poing, des coups de pied, piétiner, etc. Ils ont dû se mettre à 4 pour le maîtriser. C'est ce qu'on voit bien sur la vidéo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu maltraitance policière, mais apparemment, c'est lui qui a versé le premier sang. On est quand même face à des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez déjà vu la violence de la police dans les autres pays? Aux États-Unis, un mec comme Théo qui se permet de mettre des coups de poing à 4 policiers dans une arrestation se prend 3 balles dans la tête. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne défends pas les violences policières américaines. Je trouve qu'ils sont complètement dégénérés. Je vous le dis franchement. Mais je trouve que les gens qui agressent la police lors d'un contrôle de papier sont également dégénérés. Et ils engendrent la violence. Qui vit par la violence récolte la violence. D'accord? C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. J'attends la vérité maintenant. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on continue à faire grossir le buzz contre la police. Quel est le but caché de tout ça? Il y a un but caché là-dessous. Hein, le but caché, c'est... Je pense qu'ils sont en train de préparer une guerre civile. Alors, on va voir ce qui va se passer dans les 2 mois et demi à venir, parce que les élections ça rapprochent, c'est dans 9 semaines, donc ça va aller très vite. On va voir. Je ne sens rien de bon venir. Hein.
Alors, je voulais vous dire ça parce qu'il y a une dame qui fait partie de mes membres de mon Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M plus loin Leveilleur, pour ceux qui veulent venir parler, échanger. Je vous rappelle aussi que l'insulte et le jugement sont interdits sur mon Facebook. Je ne veux pas de gens qui viennent insulter, je ne veux pas de gens qui viennent juger. Soit vous venez pour discuter pacifiquement, soit vous argumentez, soit je vous bloque. Voilà, c'est terminé maintenant. Fini les énergies négatives. Il y a une dame, dont je tais le nom parce qu'elle me l'a demandé, qui m'a expliqué sa vie. Elle a 72 ou 73 ans aujourd'hui. Elle avait un fils policier qui est mort, lynché, massacré par des dealers de cité, en banlieue, parce qu'il leur avait saisi la cocaïne. Hein, donc il a eu affaire à des trafiquants. Ils l'ont tué à 29 ans. Puis, le jour de son enterrement, ils sont venus voir la maman. Ils lui ont dit « Tu nous dois tant, parce que ton fils nous a fait perdre tant d'argent en nous saisissant notre drogue. » Elle a vendu sa maison pour pouvoir payer l'argent qu'on lui a demandé, parce qu'elle avait la trouille. Son mari est mort. Elle se retrouve veuve. Elle se retrouve sans enfant. Elle est ruinée. Elle n'a plus de maison. Elle a 72 ans. Et quand elle voit le président de la République se déplacer au chevet d'un jeune homme qui a été victime, mais non mort, non homicidé, hein, d'une violence policière, elle est juste écœurée, et je comprends cette dame et je la soutiens. Et je tiens à dire que c'est dans la police qu'il y a le plus de suicides par an en France, le double des agriculteurs. C'est énorme. Donc, c'est pas que je veux prendre systématiquement la défense de la police, c'est juste pour dire qu'il faut remettre les choses à leur place, que ce n'est pas normal que dans un pays civilisé, la police doive prendre des anti-stress, des anxiolytiques, des antidépresseurs pour faire son boulot, et c'est absolument anormal. Voilà. Donc peut-être que s'ils en sont là et que s'ils sont à bout, c'est peut-être aussi parce que d'un autre côté, on leur demande beaucoup, notamment d'encaisser sans pouvoir rendre, sans être couvert non plus par aucune hiérarchie. Voilà, donc je tenais à rendre hommage à cette dame qui m'a fait beaucoup de peine, et elle n'est pas un cas isolé. Elle n'est pas un cas isolé. Ça ne va plus dans ce pays, c'est l'anarchie totale qui va régner si on ne se réunifie pas derrière nos forces de l'ordre, et les forces de l'ordre doivent représenter et doivent défendre le peuple français et non pas les élites, hein, qui visiblement en plus ne les couvrent plus. Hein. Ce gouvernement socialiste a fait du dégât en moins de 5 ans, du dégât. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est une catastrophe. Ce pays est au bord de la ruine. Et attention à ce que vous avez voté. Je ne vais pas me répéter 150 fois sur ce qu'il faudrait faire. Faites ce que vous voulez. Je vous mets juste en garde. Si vous votez pour un candidat du système, la France a de fortes chances de littéralement s'écrouler prochainement. Parce que vous avez vu qu'il y a le traité du CEFA qui a été voté à l'Assemblée européenne, et c'est une catastrophe, hein. Ça va être une catastrophe pour nos éleveurs, nos agriculteurs, parce que les coûts de production des Canadiens est de 35% moins cher que nous. Il y a même certaines choses qui sont 10 fois moins chères, donc on va être inondé, le marché va être inondé de produits canadiens, de bœuf aux hormones et de choses comme ça, qui sont 35% moins chers. Nos agriculteurs, nos éleveurs vont continuer à se suicider, à se pendre, et ce n'est pas tout. Hein. C'est qu'il y a même des entreprises où des entreprises qui refuseront les produits canadiens seront condamnées par les entreprises canadiennes. Hein. Et même le gouvernement français pourrait être condamné par les entreprises canadiennes. C'est hallucinant. Ça y est, on y est, quoi. Hein. C'est-à-dire que les Américains, eux, enfin, Trump n'a pas voulu signer ce traité, mais finalement, tous les Américains ont accepté le CEFA entre l'Europe et le Canada, qui viennent signer un arrêt de mort économique terrible pour non seulement toute l'Europe, mais pour la France. Hein. Et là, je vous le dis, il faut impérativement sortir de cette Europe, parce que les mesures qui arrivent derrière vont être littéralement génocidaires pour la France. La France va s'écrouler, elle ne pourra plus se relever. Là, elle a déjà un genou à terre, elle est en faillite, et personne ne le dit. Hein. Et c'est la loi du 3 janvier 1973
cette loi Rothschild, cette loi passée par Giscard, hein, qu'on appelle la loi Pompidou à tort, c'est la loi Giscard en réalité, la loi Giscard-Rothschild, qu'on appelle Pompidou-Rothschild. C'est cette loi qui interdit à la France de s'emprunter à elle-même et à sa propre banque à taux zéro, qui oblige la France à emprunter à des familles richissimes externes qui aujourd'hui ont 30 fois les moyens de la France aujourd'hui dans leur portefeuille. Au moins, quand je dis 30 fois, c'est bien plus même en fait. Hein. 30 fois le PIB de la France, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est des milliards, des milliards, des milliers de milliards qu'ils ont grâce à ces lois. Et oui, puisqu'on emprunte à eux à des taux d'intérêt gigantesques. Ils se sont aujourd'hui tellement gavés que les 8 familles les plus riches du monde possèdent la moitié des richesses mondiales et des finances mondiales. Mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où vous allez accepter ça? Si vous votez pour un Macron, vous allez continuer à enrichir ces gens-là et à appauvrir la France. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le vote non patriotique, non nationaliste, est en train de vous mettre une balle non seulement dans un pied, mais va vous couper la deuxième jambe, bientôt, et les 2 bras? Il n'y a que la nation, et je le vois, moi, à mon niveau, je le vois en tant qu'observateur un petit peu perché, je vois bien que la nation, en réalité, est le seul rempart à ces vautours de la finance internationale dont le seul but est de vous piller tout ce que vous avez. Eux ont des milliers de milliards sur leur compte en banque, des milliers de milliards. Et on vous dit, parce que c'est eux qui le font dire par les médias qu'ils ont achetés, on vous dit, il va falloir vous serrer la ceinture parce que vous gagnez 1 600 € par mois. Est-ce que vous allez continuer longtemps à entretenir ce système? Combien de temps encore allez-vous accepter d'être des esclaves de ces vautours? Combien de temps? Il n'y a que le retour à la nation, à la protection nationale, les frontières, la récupération de notre souveraineté financière, monétaire, qui nous permettra de dire non à ces gens-là. On ne veut plus de cette loi 73. On veut annuler une partie de notre dette. On ne veut plus payer des intérêts. On est ruiné. Vous nous avez ruinés avec une loi illégale depuis 43 ans. On ne veut plus vous enrichir. Et même, il faudrait même les arrêter, les juger et répartir au moins 80% de ce qu'ils ont sur toute la planète pour que tout le monde s'y retrouve. Bon, là, je suis en train de sortir quelque chose d'utopique, mais on est ruiné par ces gens-là. C'est Rothschild, par exemple. Qui est M. Macron? Il travaille pour Rothschild. Vous voulez voter pour lui? Mais comment pouvez-vous diaboliser derrière ça des gens qui disent qu'il faut voter patriote et vite remettre des frontières dans ce pays? Vous criez au scandale parce qu'on dit « Ah, mais c'est du racisme, de la xénophobie, parce qu'on va refuser de faire venir chez nous des immigrés. » Ce n'est qu'un prétexte, ça. Ce n'est qu'un prétexte pour diaboliser les gens qui ont un discours patriote et national. La vérité, le fond du discours patriote et national, c'est de dire on veut récupérer la main, le pouvoir de notre pays. Aujourd'hui, notre pays n'a plus de frontières, il n'y a plus de président qui décide pour le pays. Le gouvernement non plus n'existe plus, c'est l'Union européenne qui décide pour nous, et nous ne sommes plus un pays, nous sommes morts, nous sommes en faillite, nous sommes à 100% du PIB d'endettement, nous sommes foutus. Je vous le dis parce que l'heure est grave. Si les Français ont leur ultime chance dans 8 semaines, 9 semaines, de reprendre la main, c'est leur dernière chance. Si c'est un Macron qui gagne, si c'est un Fillon, si c'est un Mélenchon, la France s'écroulera. Et ça sera la guerre civile. Parce que quand la France s'écroulera, qu'il n'y aura plus d'argent dans les guichets, que le matin vous allez vous lever, vous allez vouloir récupérer votre argent dans un guichet, il n'y en aura plus comme en Argentine il y a une quinzaine d'années. Hein, les banques se sont tirées par les toits en hélicoptère, irresponsables. Ils n'ont pas pu être lynchés par la foule, et la foule s'est retrouvée avec zéro, toutes leurs économies perdues. À votre avis, elles sont allées où? Dans la poche de qui? Ça va vous prendre au nez ici en France. Et le jour où ça va arriver, vous avez vu déjà ce qui se passe quand il y a des émeutes en banlieue, quand un jeune est maltraité, ça va être puissance 10, puissance 20, parce que là, plus personne ne pourra aller manger ni faire des courses. Ça va être le pillage de magasins, ça va être l'affrontement communautaire. C'est ça que vous voulez? Alors quand on dit s'il y a vote Marine Le Pen, ça va être la guerre civile derrière, je tiens à vous rappeler que de toute façon, elle me paraît inévitable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est négatif? Je ne suis pas négatif, je suis réaliste. Nous sommes aujourd'hui à l'aube
de changement majeur là. Hein. Là, on arrive, vous le sentez quand même, vous voyez bien qu'on arrive au fond du gouffre. C'était encore inimaginable il y a 10 ans en arrière, ce qui est en train de se passer là. Vous le voyez bien. Moi, je discute avec des amis qui aujourd'hui ont 70 ans, avec qui je jouais il y a une vingtaine d'années, ils avaient 50 ans à l'époque. Jamais, ils m'écrivent aujourd'hui, jamais j'aurais pu imaginer voir ça de mon vivant, ce qui se passe actuellement. Jamais j'aurais pu voir ça. Jamais. Jamais j'aurais pu voir une Marine Le Pen en tête, un Le Pen en tête des sondages d'une élection. Jamais. Mais pourquoi on en est là? Parce qu'on a détruit la nation française. Elle est détruite. Il en reste encore quelques petites cendres incandescentes. On peut rallumer le feu avec des cendres incandescentes, mais il ne faut pas rajouter de l'eau dessus. Hein. Allez, bon courage à tous. On se retrouve sur mon Facebook et sur Discord tous les mercredis soirs, donc demain soir, parce qu'aujourd'hui on est mardi, même si ça n'a aucune importance sur Internet que je donne une date. Donc on se retrouve tous les mercredis soirs sur Discord, sur le réseau Le Veilleur non silencieux. Et puis une vidéo live à peu près une fois par semaine sur mon Facebook. Allez, à bientôt, portez-vous bien, ciao.